depuis quelques heures, le président Tiani est donc officiellement a été investi, hein. Il est officiellement président de la République du Niger et ce pour 5 années. Monsieur Atangana, je vous retrouve à la suite de Monsieur Aïssi ici sur le plateau. Eh bien, effectivement, il est revenu sur des détails, des points essentiels qui ont été abordés ou des décisions qui ont été arrêtées au cours de ces différentes assises. Et ce qu'on voit déjà à travers, c'est cette participation de la population à la vie de la nation. Quelle est votre lecture effectivement de ces décisions, président de la République, peut-être l'impact sur un pays tel que le Niger, mais aussi ces décisions qui ont été arrêtées? Oui, d'abord, il faut comprendre d'où on vient. Pourquoi je dis qu'il faut comprendre d'où on vient? Parce que il faut comprendre que nous sommes des États à partir des indépendances. Oui. Parce que nous sommes des États à partir des indépendances, ça veut dire qu'avant les indépendances, on n'était pas des États à proprement parler. Je dis souvent qu'on était alors des États, on est devenus des États il y a très peu de temps, en référence à la création de l'ONU, en référence aussi à la création des États-nations. Mm. La nation au sens de l'ONU, pour que l'on ne me ramène pas l'État-nation au sens de Platon. Donc il faut préciser. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons pas d'institutions. Nous allons copier les institutions de nos ex-colons. Oui, parce que c'est bien qu'on dise aux Africains oui, constitution, loi constitutionnelle, respect, élection, mais d'où ça vient? Pour rappel, ces affaires arrivent chez l'ancien maître, chez l'ancien colon, pendant les révolutions. D'abord la révolution américaine, après le vent des révolutions qui va souffler en Europe, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, la Révolution française. Nous allons donc copier la notion des devises. Nous allons copier la notion de constitution. Pour rappel, il n'y a pas de constitution avant la Révolution française, c'est-à-dire à 1789. Il n'y a pas de Oui. constitution. Il n'y a pas d'élection. Ce sont des royaumes. Et on prend le pouvoir parce qu'on est le fils du Du roi. roi. Mm. Voilà, dans un certain ordre d'ailleurs. Ce n'est pas n'importe qui prenait n'importe quand. Donc à la naissance, la reine faisait un prince et il y avait des princes dans le cas où le prince est empêché ou le roi est empêché. Bon, il y avait un certain ordre. Vous pouvez comprendre ça. Donc tout ce que nous disons aujourd'hui, on en parle comme si ça vient du ciel, comme si c'est quelque chose de normal. Non. Conséquence. La notion de constitution, d'ailleurs, elle va naître, dans le cas de la France, elle va naître en France, en copie-collée à ce qu'on appelait la Convention aux États-Unis, Oui. après la Révolution américaine. Il faut comprendre que pendant la Révolution française, vous avez 90% de masses françaises qui sont incultes. Donc, ils crient à tue-tête convention, convention, parce qu'ils ont entendu convention aux États-Unis. Vous avez plus de 90% d'illettrés. Nous sommes à la Révolution. Très bien. Mais ces gens savent une chose, c'est que la monarchie a atteint ses limites. Ils sont des sujets du roi. Je vais passer toute l'affaire parce que si vous essayez de relire la Révolution française, je vous assure, c'est des tomes et des tomes de livres. En plus, ça peut différer selon l'auteur. Mais enfin, on passe alors de cette monarchie à la démocratie. Dans la monarchie, c'est Dieu qui est souverain et le roi est son fils sur terre. Il faut bien que les gens comprennent la différence, que c'est qu'une république. Donc, en France, on a coupé la tête du monarque, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, dans certains pays d'Europe, on se retrouve en train de se dire, oui, mais d'accord, qu'est-ce qui va faire notre souveraineté maintenant? On va donc faire l'acte constitutif de l'État qu'on va appeler la Constitution. C'est ça qui constitue l'État. C'est ça qui nous constitue. Alors, cet acte
constitutif de l'État dépend de leur histoire. Si vous regardez en France, par exemple, la Constitution, à cette époque, vous allez voir que ça dépend des aspirations des peuples à ce moment. C'est à ce moment qu'on dit, alors, mais comme Dieu n'est plus souverain, il faut bien qu'on trouve un souverain. Le souverain, c'est donc le peuple. Mais comment on va faire pour exprimer sa souveraineté? Nous allons passer aux différents types de suffrages. Et il y en a eu. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Aujourd'hui même, beaucoup de gens ne savent pas que le suffrage américain est un suffrage indirect et le suffrage français est un suffrage direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous votez aux États-Unis, vos voix ne s'équivalent pas. Bah oui, parce que vous votez pour un grand électeur. C'est pour ça qu'ils font la différence entre le vote populaire et le résultat du vote. Pourquoi les Américains ont fait ça? Parce qu'ils ont implémenté leur démocratie de cette façon-là. Ça correspondait à leurs attentes. Les Français ont implémenté leur démocratie autrement. Il y a eu différents types de suffrages. Hein. Il y a eu même les suffrages dits censitaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez voter que celui qui paye les impôts. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, blablabla. Je ne vais pas passer dessus parce que ce serait long. Mais je veux bien que les gens comprennent d'où vient la notion de république. Donc la république est le rejet de la monarchie. Et après, à partir de ce moment-là, on se constitue. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement ce qui se passe au Niger. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Niger si vous ne comprenez pas notre passé. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est sorti des colonisations, et je rappelle en passant, ceux qui ne savent pas, que c'est le colon qui nous a aidés à passer à l'indépendance. Oui. Ah bah oui, c'est pas pour rien qu'on nous a mis sous tutelle, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils croient comprendre, mais en fait, ils ne comprennent pas vraiment. C'est le colon qui nous a mis sous des tutelles de la SDN et de l'ONU, appelez ça comme vous voulez, pour nous accompagner à l'indépendance. Et ils nous ont dit, mais tiens, comme vous ne savez pas ce que c'est qu'une république, on va vous dire ce qu'il faut faire. Ce que nous avons implémenté a été implémenté par notre ex-négrier, devenu néocolon. Je ne sais pas si vous voyez la contradiction. Madame Sikri, comment voulez-vous que ça marche? Ce qu'il a implémenté, il l'a implémenté pour que ça lui soit favorable. C'est maintenant que le Niger se rend compte qu'il doit créer sa constitution en fonction de ses enjeux, exactement comme les Français ont créé leur constitution pendant la Révolution française en fonction de leurs enjeux. Ils n'ont pas copié la constitution d'un ex-négrier. Voilà. Donc, on doit maintenant, compte tenu de cette réalité moderne, de nos connaissances actuelles, dire qu'est-ce que nous attendons de l'État. Et alors, je suis tout à fait d'accord. Et ils ont donc fait des assises nationales et ils ont fait une charte des registres. C'est comme moi j'appelle cette charte-là. C'est ça qui doit être appelé constitution de l'État. Alors, quand vous voulez parler de retour à l'ordre constitutionnel, pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, il faut déjà qu'il y ait une constitution. Pour qu'il y ait une constitution, il faut que le peuple se réunisse et se définisse autour d'une charte où il pense son État. Je fais court, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire et c'est tellement intéressant comme sujet qu'on pourrait rester trop longtemps. Mais pendant ce moment-là, évidemment, c'est un moment transitoire. Comme il y a eu le mouvement transitoire pendant la Révolution française, du passage de la monarchie aux républiques. Et ces républiques qui n'ont pas été, qui ont boité, parce qu'il y a eu la première, la deuxième, la troisième, actuellement en France, c'est la 5e République. Et avec, il y a même eu le retour à l'Empire, parce que les expériences républicaines n'ont pas vraiment marché. Ils sont retournés à l'Empire, et puis là aussi, c'était la catastrophe. Ils sont retournés à la République. C'est une expérience pas facile. Mais nous, on bénéficie de toute cette expérience-là. Et c'est pour ça que moi, je demande souvent aux gens de bien connaître l'histoire, parce que certains récitent sans savoir où ils vont. Donc, c'est à ce moment, j'encourage M. Tiani, c'est vraiment ce qu'il doit faire. S'asseoir pour dire qui sommes-nous en tant qu'État, qu'est-ce qui va nous constituer en tant qu'État, et il est logique que pendant ce moment, il y ait suspension d'activité, parce que la période est transitoire. Et c'est à ce moment, après ça, qu'ils vont mettre en place ce qu'ils estiment qui va correspondre à leurs besoins. Est-ce que ce sera un suffrage universel direct?
Est-ce que c'est un suffrage universel indirect? Et à ce moment, ils doivent débattre de tout ça et de mettre en place, est-ce que c'est un suffrage censitaire? C'est-à-dire que ne peut voter que celui qui paye les impôts. Pourquoi pas? Mais dans le monde moderne, en tout cas, tout le monde paye les impôts. Au moins parce qu'on achète une baguette et qu'on paye la TVA. Bon, bref, c'est à eux de savoir. C'est pas quelqu'un qui doit être assis, je ne sais pas où, dans une république en Europe, qui estime que lui, il est le patron et il doit nous dicter ce que nous, on doit faire. Et c'est lui qui doit venir nous dire si nous sommes des démocraties ou pas. Non, c'est nous qui devons définir ce que nous appelons démocratie. C'est nous qui, on peut même décider que nous, on veut un roi en attendant. Parce que nous, on n'est pas encore assez stable, le temps qu'on va retrouver la stabilité. C'est ces périodes transitoires qui sont les périodes transitoires du peuple. Et je crois que là, M. Tiani est en train de prendre cette bonne direction. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer, Albert Anatola ici l'a dit, il a énuméré, que de soumettre les bases militaires, enfin la présence, la décision de mettre une base militaire au Niger par référendum. On a envie de se demander, oui, si c'était une démocratie après l'indépendance, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Expliquez-moi pourquoi, dans tous les pays d'Afrique, on ne demande pas au peuple s'ils veulent les bases militaires étrangères sur leur sol. Et vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que nous avons hérité de la Constitution française qui a une dose de monarchie. La 5e République française de Gaulle. De Gaulle voulait qu'il y ait une dose de monarchie. Et c'est pour ça qu'il y a les pouvoirs régaliens du chef de l'État, qui est capable de se dire, ben, écoute, moi, je vais mettre une base militaire sur ce pays sans demander à personne, sans en référer à personne. Eh bien, nous, on a copié sans bien comprendre ce que c'est que la 5e République. On a copié ces institutions. On se retrouve avec des chefs d'État qui ont des pouvoirs qu'apparemment nous-mêmes, on ne comprend pas. Je n'ai pas dit que c'est bon, c'est mauvais. Je n'ai pas de jugement de valeur. Mais je dis que le peuple doit comprendre. Je donne une dose de monarchie au chef d'État, ou alors là, je ne donne pas cette dose de monarchie. Ou alors la dose de monarchie que j'ai donnée au chef de l'État est trop forte. Mais en même temps, les pouvoirs, ceux qui veulent passer au pouvoir qui sont parlementaires, attention, les pouvoirs parlementaires sont très instables. Les anciennes républiques françaises les ont expérimentés. Et moi, je suis en Belgique où le pouvoir est parlementaire. Bon, nous, on a l'habitude, hein, on fait en Belgique, facile, 2 ans, on n'a pas le chef de l'exécutif. Donc, quand vous voulez parler de pouvoir parlementaire, demandez-moi, moi j'y vis. Donc, vous ne comprenez pas en Belgique comment on peut rester. Pour rappel, dans un pouvoir parlementaire comme la Belgique, le chef de l'exécutif est le Premier ministre. Pour rappel. Oui. Donc, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas un chef d'État. Le chef de l'exécutif est le Premier ministre. Très bien. Donc, c'est lui le chef d'État. Le roi est on a gardé le roi, puis il a une valeur symbolique et une valeur morale. Donc, on peut rester 2 ans sans chef d'État. Je vais vous faire une petite anecdote. Il y a 2 semaines, une ville de Bruxelles vient d'expérimenter une chose jamais faite dans le monde. Le chef de la ville, qui est élu, on l'appelle ici le bourgmestre. C'est un peu comme le pouvoir local. C'est comme le maire, mais la comparaison s'arrête là. Mais c'est un chef de l'exécutif local. Même au local, c'est parlementaire. En fait, c'est des élections à la proportionnelle. Vous avez trouvé 2 partis différents qui ont gagné les élections. Et ils n'arrivent pas à s'entendre pour trouver qui est le chef de l'exécutif. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé le mandat. Pour comprendre, c'est un peu comme si vous dites, je suis chef d'État pendant 2 ans et demi, oui. Et toi, tu es chef d'État pendant 2 ans et demi. Oui. C'est cocasse, hein? Il faut être en Belgique pour voir ça. Donc voilà, je suis donc d'accord, je vais faire court à cette position, je suis d'accord, c'est avec M. Tiani que nous devons refonder ça. Et puis, pendant cette refondation, pendant ce débat, débattre de ce qui nous convient, qu'on fasse enfin des États qui nous ressemblent, des États que le peuple comprend, les États dont le peuple connaît les résultats et les aspirations. Parce qu'après les indépendances, nous avons fait du copier-coller
Et le peuple, nos peuples ne comprenaient même pas ce que c'est. Et le résultat est là. On est perdu dedans et on se rend compte qu'il y a des effets indésirables de ce copier-coller qu'on devrait corriger, je sors par là.